Bonjour à tous, voilà une vidéo de révision sur le lien entre croissance et préservation de l'environnement. Donc le titre du chapitre est «La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement?» Alors, c'est un chapitre un petit peu long, un petit peu en même temps, comment dire, relativement simple dans ce qu'il dit, mais il y a quelques points techniques que vous devez bien maîtriser. Ce qui vous permettra de faire la différence avec les autres, c'est d'une part votre maîtrise des mécanismes économiques, votre capacité à ne pas confondre les différents instruments et à illustrer correctement ce que vous avancez. Pourquoi est-ce que se pose la question du lien entre croissance et environnement? Eh ben, on remarque deux choses. D'une part, en regardant sur le long terme, d'une part que la population humaine a augmenté de façon exponentielle depuis la révolution industrielle. En effet, depuis la révolution industrielle, la population humaine a été multipliée par 14. Donc c'est vraiment une croissance très très forte. Mais en plus de ça, eh ben, on remarque que le PIB moyen par habitant, donc c'est par habitant, hein, donc il faut tenir compte, ça va se conjuguer avec l'augmentation de la population, a également cru de manière exponentielle. Alors quel facteur peut-on trouver à ce truc-là? Eh ben, ça va être notamment la révolution industrielle, les révolutions industrielles, qui ont provoqué un enrichissement massif de la planète et principalement sur l'énergie à la base sur la machine à vapeur et donc l'exploitation de ressources non renouvelables qui sont à la base de cette croissance économique. Euh, L'un des premiers économistes qui s'est intéressé à la comment dire l'antinomie, enfin l'opposition entre croissance et environnement, à tenir compte d'un environnement, eh ben c'est Malthus dans son essai sur le principe de population en 1803. Pour Malthus, la population a une croissance géométrique, c'est-à-dire qu'elle est multipliée par 2 tous les 25 ans, et donc au bout de 100 ans, bah, la population est 16 fois plus importante qu'au départ. En revanche, en raison notamment de la loi des rendements décroissants, du fait que on exploite d'abord les terres les plus productives et puis que ce rendement diminue au fur et à mesure du temps, eh ben, la production agricole n'arrive pas à suivre. Elle a une croissance qui est arithmétique. Je me suis planté, plutôt que de voir x2, c'est oui, enfin c'est une croissance arithmétique, donc c'est plus 2 à chaque fois. Et donc, par conséquent, à bout d'un certain temps, on constate qu'il y a un écart entre la population et les moyens de nourrir cette population, ce qui aboutit à des famines, une catastrophe démographique, etc. etc. Alors, tant qu'il y a des guerres pour limiter l'excès de population, tout va bien, mais le malthusianisme, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le malthusianisme, bah, c'est le fait de prôner une limitation des naissances et dans le contexte anglais de l'époque, Malthus prône également l'arrêt des aides aux plus pauvres. Alors c'est quelque chose d'assez lugubre, hein. Des économistes ont appelé l'économie, on dit que l'économie était une science lugubre suite au bouquin de Malthus, mais en tout cas Malthus était un des premiers à avoir conscience que dans un raisonnement économique, il faut tenir compte de l'environnement. Bon, et puis ici, comment dire, les courbes que nous avons vues montrent que Malthus avait tort, puisqu'aujourd'hui on est capable de nourrir l'équivalent de 12 milliards de personnes alors qu'on est 7 milliards sur Terre, eh ben, il nous alerte quand même sur peut-être une incompatibilité entre l'homme et son environnement. Alors qu'est-ce que c'est que l'environnement? Eh ben, il s'agit de l'ensemble des éléments qui entourent les individus et certains éléments permettent de satisfaire des besoins directement ou indirectement. Alors dans l'environnement, il y a des aspects mesurables, par exemple en termes de stock, mais il y a aussi des aspects non mesurables comme de bien-être. Et donc il faut toujours avoir, nous on va avoir une approche relativement économique, mais il y a également des questions de bien-être qui sont irréductibles à la question de l'environnement. Alors, dans une première partie, on va voir en quoi est-ce que croissance et environnement sont incompatibles. Quelles sont les limites écologiques de la croissance? Eh ben, on va d'abord voir que la croissance s'oppose à la préservation de l'environnement, et puis après, on en étudiera les causes. Alors, il faut d'abord faire un petit travail de définition. Première définition importante, le capital naturel. Le capital naturel, c'est une forme de capital. Donc c'est un stock et qui désigne l'ensemble des ressources naturelles, renouvelables ou non, qui sont utiles à l'homme, exploitables techniquement et économiquement. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où c'est exploitable économiquement, ça va être du capital naturel et ça ne, prend pas compte, ça ne tient pas compte des aspects non mesurables de ce capital naturel, le bien-être dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, la distinction classique, c'est une distinction que je vous demande de savoir, c'est la distinction entre ressources renouvelables et non renouvelables.
Une ressource renouvelable, c'est une ressource comme le soleil, le vent, je sais pas, comment dire, la production agricole, etc., etc. Et ben, c'est une ressource dont l'offre se renouvelle régulièrement si elle est correctement gérée. Une forêt, par exemple, peut fournir éternellement du bois, l'énergie solaire, l'eau des rivières, etc., etc. En revanche, il y a des ressources non renouvelables. En fait, c'est des ressources dont l'offre ne se renouvelle pas du tout ou pas suffisamment rapidement à l'échelle humaine. Par exemple, les combustibles fossiles, on sait qu'ils se renouvellent, mais c'est sur des processus qui prennent plusieurs millions d'années. Est-ce qu'on sera encore là pour voir le renouvellement ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, on distingue d'habitude les combustibles fossiles, qui sont à la base de notre croissance, le gaz, le pétrole et le charbon, et d'un autre côté, les ressources minérales. Alors, on va voir déjà que la croissance épuise le stock de ressources non renouvelables. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre croissance et ressources non renouvelables? Je vous rappelle, notamment les minéraux et les ressources énergétiques. Eh bien, c'est que ça sert de consommation intermédiaire dans le processus de production. En effet, les minéraux et les énergies servent à produire, sont indispensables à la production, et quand on a de la croissance, qui signifie une augmentation de la production, eh ben, ça signifie qu'on va exploiter plus intensivement les ressources non renouvelables. Alors, il y a 50 ans en arrière ou 70 ans en arrière, ce n'était pas quelque chose qui nous posait problème, mais on a vu la croissance exponentielle plus la croissance de la population fait qu'on est en train d'utiliser de plus en plus intensément ces stocks et on estime qu'au rythme d'exploitation actuel, sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelles découvertes, eh ben, les stocks de pétrole seront épuisés en 2070, les stocks de charbon épuisés en 2125 et puis plus proche de nous, en 2022 il n'y aura plus de diamants à exploiter et le zinc, le cuivre, l'étain, l'or et le nickel seront épuisés en 2032. Alors j'espère que vous vous rendez compte que ça pose un certain nombre de problèmes, d'une part de remplacement des énergies une fois qu'il n'y aura plus de pétrole et de charbon, et puis d'autre part du fait que par exemple le cuivre on le trouve dans n'importe quel élément, que ce soit électronique ou dans n'importe quelle maison. Alors il faudra bien se poser la question, soit du recyclage, soit de trouver des technologies alternatives à ce moment-là. Mais en tout cas, la croissance épuise les stocks de ressources non renouvelables. Mais la croissance est tellement forte à l'heure actuelle qu'elle épuise également les stocks de ressources renouvelables. On se souvient qu'une ressource est renouvelable seulement si ce que vous prélevez, c'est inférieur à la vitesse à laquelle se renouvelle la ressource. Si, par exemple, dans une forêt, vous prélevez seulement, vous gérez correctement une forêt, normalement, votre stock forestier se maintient. Mais si vous prélevez trop d'arbres, eh ben, ça épuise la surface de la forêt jusqu'à ce qu'il y ait une disparition totale de la ressource. Eh ben, on constate que la plupart des ressources renouvelables sont aujourd'hui en situation de stress ou en situation de danger. Les terres cultivables ont perdu en fertilité ou ont des sols érodés. Les nappes phréatiques, je vous rappelle que les nappes phréatiques, c'est des nappes dans le sol. Alors, les nappes d'eau dans le sol, certaines qui sont liées aux pluies, mais d'autres qui sont des stocks fossiles, parce que ça a été fait à une autre ère géologique, eh ben, ce niveau des nappes phréatiques baisse dangereusement. La surface forestière en 2000 mondiale était 80% de sa surface en 1900. Donc la surface forestière diminue fortement. Et puis enfin, de nombreuses espèces animales et végétales qui normalement se renouvellent, là, ne se renouvellent plus, voire disparaissent. Et donc on voit que la croissance pèse sur ces stocks de ressources renouvelables et ressources non renouvelables. Dernier point, la croissance est à l'origine de pollution et de réchauffement climatique. Alors ça vous demande un petit peu des références en cycle de biologie et de physique. Et ben, quand vous brûlez de l'énergie fossile, comme du charbon ou du pétrole, etc., et ben, ça relâche du CO2. Le CO2, c'est ce qu'on appelle un gaz à effet de serre. C'est un processus à la base naturelle qui protège contre un certain nombre de rayons du soleil et qui en même temps maintient dans l'atmosphère ce qui nous fait qu'on a une atmosphère qui est vivable. Mais en émettant trop de CO2, en relâchant du CO2 qui était fossilisé à la base, eh ben, ça augmente les gaz à effet de serre et ce qui provoque le réchauffement climatique. Depuis 1800, la température moyenne sur la Terre, elle s'augmente élevée de 1 degré. Et en 2015, l'ensemble des pays du monde, à l'exception des États-Unis, de la Syrie et du Nicaragua, se sont engagés à maintenir, faire tout en sorte pour que la hausse des températures soit inférieure à 2 degrés en 2100 par rapport à 1800. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Vous pouvez vous dire 2 degrés, c'est bon, on a de la marge. Mais en fait, si on compare par rapport à la dernière ère glaciaire, eh ben, il faut savoir que la dernière ère glaciaire, c'est-à-dire qu'on avait
des glaciers qui recouvraient l'intégralité de la France. Et ben, la dernière ère glaciaire, c'était seulement une différence de température moyenne mondiale de 5 degrés par rapport aux températures actuelles. Donc vous voyez que ça peut paraître peu, mais le système de température fait qu'une faible augmentation entraîne de nombreux dérèglements. Et donc la croissance augmente les émissions de CO2 parce qu'on produit plus, on consomme plus et donc on a besoin de plus d'énergie, et ce qui entraîne et pollution et réchauffement climatique. Alors maintenant, si on essaye d'aller un tout petit peu plus loin, comment est-ce qu'on peut analyser le fait, quel est le lien, comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Eh ben, c'est que, d'une part, l'environnement, c'est ce qu'on appelle un bien commun, et la pollution est ce qu'on appelle une externalité. Alors, je voudrais déjà faire quelques rappels de première. Je vous rappelle qu'à la base, le marché, donc on dire, notre production s'échange sur un marché. C'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, ce qui aboutit à la fixation d'un prix de marché. Et les économistes ont tendance à considérer que ce marché permet une bonne allocation des ressources, sous réserve que les conditions de la concurrence pure et parfaite soient respectées. Euh, le marché est censé donc bien allouer une ressource rare. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que par exemple, si vous exploitez un peu trop une ressource, eh ben, elle va devenir rare, son prix va augmenter et donc la demande va baisser. Donc il y a une sorte d'autorégulation du marché. Mais on a vu en première qu'il y avait un certain nombre de défaillances du marché. C'était des situations particulières dans lesquelles le marché n'était plus efficace. Et parmi ces défaillances, on a vu que les externalités et les biens communs, qui sont en lien avec l'environnement, étaient des défaillances du marché. Alors, pour bien comprendre, on va commencer par la notion de bien commun. Pour bien comprendre la notion de bien commun, il faut repartir de la notion de bien privé. Sur un marché habituel, on échange ce qu'on appelle des biens privés. Et ces biens privés, comme une pomme, une voiture, un ordinateur, etc., ont deux caractéristiques. D'une part, c'est des biens qui sont exclusifs, c'est-à-dire qu'il est possible d'exclure de cette consommation les personnes qui ne sont pas prêtes à payer le prix de marché. Donc un ordinateur, si vous ne voulez pas l'acheter, vous n'y avez pas accès. Et d'autre part, ces biens privés, c'est des biens rivaux. C'est-à-dire que quand vous consommez une unité du bien, eh ben, il y a une unité en moins pour les autres consommateurs. Si vous achetez un ordinateur dans un magasin, il y en aura un en moins pour les autres. Mais en définissant ces deux critères, on se rend compte en fait que, eh ben, il peut y avoir des biens qui sont soit non exclusifs, soit non rivaux, soit les deux. Et un économiste américain qui s'appelle Samuelson arrive à ce tableau de classification des biens entre bien exclusif, bien non exclusif, bien rival, bien non rival. Alors on retrouve notre bien privé comme la pomme, qui est un bien à la fois exclusif et rival. C'est-à-dire qu'on peut exclure par les prix, et si vous en mangez une, il y en a une en moins pour les autres. Mais en même temps, il y a des biens qui sont exclusifs mais non rivaux. Quand vous achetez une place de cinéma, par exemple, il en reste toujours une pour celui d'après. Et donc c'est un bien qui est à la fois non rival, c'est pas parce que vous achetez un ticket de cinéma que la salle va être pleine, mais en même temps c'est un bien exclusif parce qu'il est possible de faire payer à l'entrée. On a également les biens communs. Alors les biens communs, c'est des biens qui sont rivaux, c'est-à-dire que si vous en consommez, il y en a moins pour les autres, mais en même temps, c'est impossible d'exclure quelqu'un de la consommation. Les poissons dans la mer et plus largement les ressources naturelles sont des biens communs. Enfin, on considère qu'il y a des biens publics, mais là n'est pas notre question pour l'instant. Alors, on regarde la définition de bien commun, c'est un bien pour lequel la consommation est rivale, tout en étant non exclusif. Donc, il n'y a pas de droit de propriété clairement défini pour la ressource. On verra que c'est important. Donc, revenons sur notre différence entre bien privé et bien commun. Un bien privé, par exemple un ordinateur, c'est facile de définir le propriétaire, c'est facile à échanger sur le marché et c'est facile d'exclure. Donc, ceux qui ne veulent pas payer ne peuvent pas en bénéficier. Mais un bien commun comme par exemple les poissons dans la mer, à la base, c'est pas de droit de propriété établi et donc c'est le premier arrivé, premier servi. C'est impossible d'exclure quelqu'un de la consommation. Par exemple, c'est impossible de dire à un pêcheur, à tous les pêcheurs de la Méditerranée, vous n'avez plus le droit d'aller pêcher en Méditerranée. Malgré ça, les personnes continueront à exploiter le bien commun. Donc les poissons, les nappes phréatiques, etc., c'est des biens communs. Eh bien, il y a un économiste, enfin, qui était à la base plutôt un scientifique, qui s'appelle Garrett Hardin et qui a dit que les biens communs, en fait, il y a une tragédie des biens communs. Alors, une tragédie, c'est un terme fort, hein, on fait référence à la tragédie grecque, c'est-à-dire quelque chose dont le destin est écrit à l'avance et ce destin est sombre. Donc, les biens communs, pour Garrett Hardin, c'est des biens qui sont destinés à disparaître car ils vont être surexploités. Il l'explique comment? Il explique que quand, par exemple, vous allez pêcher quelque chose en Méditerranée et que vous allez en tirer un bénéfice,
ce bénéfice vous appartient. C'est un bénéfice privé. Mais en même temps, il y a un coût, et ce coût qui est lié à la disparition des poissons, eh ben, c'est des coûts qui sont partagés par tous, c'est des coûts qui sont communs. Et donc, chaque personne faisant un calcul égoïste, eh ben, va chercher à maximiser ses bénéfices. Bon, et puis comme les coûts seront faibles par rapport de disparition, par rapport aux bénéfices qu'on va en tirer, eh ben, tout le monde va avoir intérêt à pêcher le plus possible jusqu'à disparition de la ressource. Eh ben, par exemple, on s'aperçoit que quand on regarde les ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons, eh ben, on se rend compte que de plus en plus de ressources de poissons sont globalement en déclin. De même, les nappes phréatiques, on s'aperçoit que les nappes phréatiques ont tendance le niveau des nappes phréatiques à diminuer. Donc, première explication, l'environnement, c'est un bien commun, il n'y a pas de droit de propriété clairement défini, et donc il y a une tendance à la surexploitation, ce qui provoque la disparition. Donc, la croissance est incompatible avec la préservation de l'environnement. Deuxième limite, alors, c'est une deuxième défaillance du marché, c'est ce qu'on appelle une externalité. Pour bien comprendre l'externalité, on va partir par exemple du marché du t-shirt. Vous voyez que le marché du t-shirt, c'est le lieu de rencontre entre l'offre de t-shirt par les entreprises qui produisent, et puis la demande de t-shirt par les individus. Et ben, sur le marché que vous avez présenté, il y aurait 200 t-shirts qui seraient échangés au prix de 8 euros. Et le marché ne tient compte que de ça, c'est-à-dire que vous allez en magasin, vous payez 8 euros. Imaginons maintenant que l'une de ces entreprises ou ces entreprises pollue, c'est-à-dire qu'elle rejette par exemple des teintures toxiques dans les rivières. Eh ben, ça va avoir aucun impact sur le marché. Il y aura toujours 8 euros de prix de vente et toujours 200 t-shirts qui seront échangés. Eh bien, si on appelle externalité le coût social, une externalité négative, le coût social lié à la pollution, et si on devait en tenir compte, on se passerait de la situation verte à la situation rouge. Et donc, vous voyez que, en fait, dans le cas d'une externalité, la situation n'est pas optimale. Elle serait optimale au croisement entre la courbe rouge et la courbe verte, alors qu'on est au croisement entre les deux courbes vertes. Donc, on appelle externalité le fait que, par des actions privées, d'achat ou de production, les individus ou les entreprises imposent des coûts pour une externalité négative ou apportent des avantages pour une externalité positive à des personnes qui ne participent pas à la transaction et le marché n'en tient pas compte, ça n'a aucun impact sur le prix de vente. Et donc, ça rend l'allocation des ressources par le marché inefficace. Alors, c'est quoi le lien avec notre sujet? Eh bien, c'est que quand on produit, on pollue généralement, notamment en rejetant des produits toxiques, en émettant du CO2, et ça n'a aucun impact sur le prix de vente des biens et des services, ni sur les quantités produites. Et donc, la croissance entraîne de la pollution, qui est une externalité négative liée à la production. Donc, regardez, concrètement, on reprend notre marché où on est dans la situation verte. Normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est que vous allez dans un magasin, vous payez 8 euros et il y a 200 t-shirts qui sont échangés. Et la situation qui tiendrait compte de l'externalité négative, c'est-à-dire de la pollution, eh ben, ça supposerait que le prix soit plus cher pour éviter de polluer. Donc on payerait notre t-shirt 10 euros et donc il y aurait moins de t-shirts qui seraient échangés, donc il y en aurait 150. Mais la situation orange, qui est une situation optimale, n'est pas réalisée. Ce qui est réalisé, c'est la situation verte, qui est la situation de marché. On se rend compte que le prix est sous-évalué et que ça entraîne une surproduction. Et ce coût social entraîne une dégradation de l'environnement. Donc on explique le lien entre croissance et environnement, le fait que la croissance entraîne une dégradation de l'environnement, à la fois par les biens communs et à la fois par les externalités. Regardons maintenant le programme. On évoquera à l'aide d'exemples les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique, épuisement des ressources énergétiques, donc ressources non renouvelables, et des réserves halieutiques, donc les poissons, ce qu'on a vu avec la tragédie des biens communs, déforestation, augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question? Bon, présenter deux limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique. Ça, c'est relativement simple. Il suffit de présenter d'une part l'épuisement des ressources naturelles, d'autre part le réchauffement climatique lié aux émissions de CO2. Tout simple. Alors, il y a eu comment dire, je sais plus, c'est au début des années 70 ou à la fin des années 60, il y a eu un rapport qui s'appelait Halte à la croissance, qui, pour la première fois, prenait conscience du lien entre croissance et dégradation de l'environnement. Ce rapport a eu un retentissement important, et puis il y a eu le développement d'une notion qui s'appelle le développement durable ou développement soutenable,
Et cette idée, c'est de concilier croissance et environnement. Alors, le développement durable ou soutenable, c'est un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans remettre en cause la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc, répondre aux besoins du présent sans remettre en cause la génération, le fait que nos enfants puissent répondre à leurs propres besoins. Et donc, cette notion de développement soutenable, elle possède à la fois une dimension économique, c'est-à-dire qu'il faut que les générations futures puissent avoir de la croissance, une dimension sociale, ça veut dire que la richesse doit être également répartie dans le monde, doit être également répartie entre les générations, et une dimension environnementale, c'est-à-dire que les ressources de la planète peuvent être préservées. Donc on présente habituellement les trois dimensions du développement soutenable de la manière suivante. Donc c'est un développement à la fois écologique, social et économique. Deux points sur lesquels il ne faut pas confondre, c'est que d'une part le développement soutenable c'est différent de la croissance. Je vous rappelle que la croissance c'est seulement la dimension économique, c'est pas la dimension écologique ni la dimension sociale. Mais le développement soutenable c'est aussi différent du développement. On parle généralement des pays en voie de développement par exemple. Et bien, le développement, c'est allier une dimension économique et une dimension sociale, mais il n'y a pas de dimension écologique. Le développement soutenable, c'est bien au croisement de ces trois dimensions. Donc, on va essayer de comprendre un peu mieux comment est-ce que la science économique analyse le développement soutenable. Donc, le développement soutenable, c'est ne pas remettre en cause la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Alors, en termes économiques, ça revient à ce que nos générations nous transmettions un stock de capital au moins égal à celui dont on a hérité. C'est-à-dire qu'on doit leur laisser les moyens de produire des richesses, un environnement, un capital naturel, etc., au moins aussi important. Alors je vous rappelle qu'un capital, c'est un élément qui est indispensable pour produire des richesses. Quand on produit, on utilise du capital, c'est ce qu'on appelle un facteur de production. Deuxième dimension du capital, le capital, c'est quelque chose qui a tendance à se dégrader dans le temps si on ne l'entretient pas. Que ce soit un bâtiment, si vous ne l'entretenez pas, au bout d'un moment, il tombe en ruine, ou bien une forêt, si vous ne l'entretenez pas, au bout d'un moment, elle va disparaître ou se développer de manière anarchique. Et le capital, on peut l'accumuler en réalisant des investissements. Par exemple, si vous voulez, investir dans un bâtiment, vous pouvez investir soit dans des machines, soit dans des réparations, soit dans une extension, etc., etc. Ça entretient et ça accumule le capital. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire cette définition, transmettre aux générations futures les moyens de répondre à leurs besoins en stock de capitaux. Je vous avais dit que le développement soutenable, ça avait une dimension économique. Ça veut dire qu'il faut qu'on transmette un capital physique, machines, bâtiments, etc., supérieur ou égal à ce qu'on a. Une dimension sociale, c'est-à-dire du capital humain, du capital institutionnel, ou une dimension environnementale, c'est-à-dire du capital naturel. Et alors on peut imaginer que si on faisait la somme de tous ces capitaux-là, on obtiendrait un capital global. Si on transmet aux générations futures un capital global supérieur à ce que l'on a, le développement sera soutenable. Donc regardez, le développement soutenable, c'est celui dans lequel on transmet un capital global supérieur à celui dont on dispose aujourd'hui. Mais il y a une question centrale, c'est que je vous ai fait apparaître le capital naturel en vert dans une autre couleur que les autres formes de capitaux. Et la question centrale, c'est que est-ce qu'on peut remplacer le capital naturel par les autres formes de capitaux? Autrement dit, si je détruis un peu la nature, mais que j'augmente mon capital humain ou mon capital physique, est-ce que j'ai un développement soutenable? On va voir qu'il y a deux réponses possibles à cette question-là, oui et non, et donc il y a deux conceptions de la soutenabilité. On va effectivement parler de soutenabilité forte si on considère que le capital naturel, on ne peut pas y toucher, il est irremplaçable, unique, etc. Et de soutenabilité faible si on considère qu'au contraire, les capitaux sont substituables et on peut remplacer du capital naturel par une autre forme de capital. Donc la soutenabilité faible repose sur l'idée que les quatre formes de capitaux, physiques, humains, institutionnels et naturels, sont substituables. Et donc, même si on lègue aux générations futures un stock de capital naturel moindre, mais des stocks d'autres formes de capitaux plus importants, alors le développement sera soutenable. La soutenabilité forte, au contraire, ça repose sur l'idée que les capitaux sont complémentaires, et donc on a besoin impérativement de l'ensemble des capitaux pour produire, donc on ne peut pas remplacer le capital naturel par d'autres formes de capitaux. Il faut donc préserver impérativement le capital naturel. Regardez, je vous ai mis une sorte de petit calcul totalement faux, mais en tout cas qui éclaire un petit peu.
On imagine que notre génération actuelle, on a donc on a 1000 de capital physique, 1000 de capital humain, 1000 de capital institutionnel et 1000 de capital naturel, ce qui équivaudrait à un capital global de 4000. Et on imagine qu'on transmet aux générations futures 2000 de capital physique, 1500 de capital humain, 1500 de capital institutionnel, mais 200 de capital naturel. Donc toutes nos formes de capitaux augmentés, sauf le capital naturel. Et ben, dans la soutenabilité faible, c'est un développement qui est soutenable. Pour la soutenabilité forte, ce ne sera pas soutenable. En revanche, si on transmet moins de capitaux physiques, humains et institutionnels, mais un capital naturel supérieur, on considère du point de vue de la soutenabilité faible que ce n'est pas soutenable, mais du point de vue de la soutenabilité forte que c'est soutenable. Et donc, l'idée de la soutenabilité faible, c'est que la protection de l'environnement est compatible avec la croissance, ou la croissance va permettre la protection de l'environnement. En effet, d'une part, il y a le truc que je vous avais dit, que si on épuise les ressources, leur prix augmente. Alors, ça va inciter les entreprises, notamment, à faire du progrès technique, à faire de la recherche et développement, pour utiliser les ressources de manière plus efficace et donc payer moins cher, ou bien pour créer des ressources de remplacement et faire plus de profit. Un exemple de progrès technique qui a permis de remplacer des ressources, c'est que la soie, le tissu, enfin le textile de base, au début c'était quelque chose de naturel qui était produit par le ver à soie. Aujourd'hui, c'est une soie artificielle produite à partir de pétrole. Et donc, une technologie a remplacé quelque chose qui était produit de manière naturelle. C'est donc du progrès technique qui permet de remplacer une ressource par une autre. D'autre part, le progrès technique va permettre de renouveler le capital naturel. On a pu réintroduire des espèces menacées, bon, pensez aux pandas par exemple. On a développé l'aquaculture, c'est-à-dire qu'on a des poissons qui disparaissent à l'état sauvage, mais en même temps c'est possible de faire des élevages de poissons, pensez aux élevages de saumon par exemple. Et puis on peut également réimplanter des forêts. Alors si au niveau mondial la surface des forêts a diminué, quand on regarde la France, on constate que le couvert forestier de la France a progressé au XXe siècle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc le progrès technique, l'amélioration des techniques, permet de préserver l'environnement, de lui permettre de se renouveler. Donc là, on a vraiment le capital naturel qui peut augmenter, être remplacé, etc., etc. Et puis le progrès technique, ça va permettre également de faire des technologies moins polluantes. Et c'est ce qu'on appelle la courbe de Kuznets environnementale. Alors, la courbe de Kuznets environnementale, c'est quoi? C'est quelque chose qui met en lien le revenu par tête avec la pollution. C'est un détournement d'une courbe de Kuznets qui, au départ, lie l'augmentation du revenu avec les inégalités. Et Kuznets, il disait au départ, dans un premier temps, les inégalités augmentent en fonction de la croissance, et puis après, elles diminuent, parce qu'il y a de la redistribution. Là, Kuznets, donc on détourne la courbe de Kuznets pour faire le lien entre pollution et revenu par tête. On s'aperçoit que dans les économies pré-industrielles, plus il va y avoir de croissance et plus la pollution va augmenter. Les technologies émettent énormément de CO2, on ne tient pas compte de l'environnement, tout ce qui importe c'est la croissance. Et puis au-delà d'un certain point, on constate qu'au contraire, il y a une prise de conscience de l'importance de l'environnement, il y a la mise au point de technologies qui sont plus vertes, et donc grâce au progrès technique, au bout d'un certain point, la croissance permet la réduction de la pollution. Donc voilà. Donc la soutenabilité faible, ça nous disait que la croissance permet la préservation de l'environnement, donc est compatible avec la préservation de l'environnement. Mais ce n'est pas du tout la même chose si on considère que le capital naturel est irremplaçable. À ce moment-là, on est dans la thèse de la soutenabilité forte. Et il faut être exigeant avec ce qu'on transmet aux générations futures. Si le capital naturel ne peut pas être remplacé par des connaissances, par des nouvelles technologies ou quelque chose d'autre, notamment parce qu'il y a du bien-être, des notions non matérielles qui sont liées à l'environnement, et d'avoir un univers qui serait sans forêt, avec des océans pourris, etc., ce serait quelque chose qui serait invivable. Et dans ce cas-là, il faut le préserver et il faut adopter un principe de précaution. Le principe de précaution, c'est que si jamais vous avez une incertitude sur l'impact futur de l'exploitation d'une ressource ou d'une technologie, alors vous devez y renoncer. Des exemples qui montrent que la croissance n'est pas compatible avec la préservation de l'environnement et qu'il faut adopter une thèse de la soutenabilité forte. C'est par exemple la catastrophe de Tchernobyl. On développe de nouvelles technologies, l'énergie nucléaire, il y a un accident parce que la technologie n'est pas entièrement maîtrisée, et aujourd'hui 5% du territoire de l'Ukraine est contaminé avec quelque chose de hautement radioactif, le césium-137,
ce qui mettra au moins 300 ans à disparaître. Autre exemple, l'Amazonie, qui est considérée comme un des poumons du monde, quelque chose qui absorbe énormément de CO2, à l'heure actuelle est totalement surexploitée. À la base, l'Amazonie, c'était quelque chose de hautement renouvelable, mais en 10 ans, l'Amazonie a perdu 10% de sa surface, soit l'équivalent de la taille de la France. Enfin, on peut considérer qu'il y a 8700 espèces menacées de disparition et 800 espèces qui ont déjà disparu. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où la croissance, la surexploitation des ressources empêche la préservation de l'environnement. Et donc, pour les partisans de la soutenabilité forte, il faut peut-être renoncer au progrès technique et à l'exploitation des ressources. D'une part, on a eu, par exemple, le principe de précaution sur le gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est une manière d'exploiter du gaz qui est, coincé dans la roche. Et il faut faire exploser les roches en flux sous terre en injectant de l'eau et des produits chimiques à haute densité pour libérer le schiste qui est contenu à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est à l'heure actuelle hautement polluant, qui est autorisé dans certains pays comme les États-Unis ou le Canada, mais qui, du point de vue environnemental, est désastreux. Et la France a choisi d'interdire cette exploitation du gaz de schiste au nom du principe de précaution, et c'est donc quelque chose qui s'inscrit dans une logique de soutenabilité forte. D'autre part, la France, dans la loi sur la transition énergétique, s'est engagée à faire baisser la part du nucléaire dans la production d'électricité de 50% en 2025 contre 75% aujourd'hui. Alors là encore, on essaie de réduire la part du nucléaire parce qu'on considère que c'est quelque chose qui est dangereux et difficilement soutenable. D'autres économistes vont plus loin et proposent de renoncer carrément à la croissance pour aller vers la décroissance. Ils considèrent que le PIB est un mauvais indicateur de richesse qui ne tient pas compte ni des inégalités ni de l'impact sur l'environnement. Et il faut sans doute renoncer à la recherche absolue de la croissance, à des modes de vie qui consomment trop d'énergie fossile. Et donc c'est la seule possibilité pour retrouver une relation équilibrée avec notre environnement. Le programme officiel nous dit, on expliquera pourquoi l'analyse économique du développement durable se fonde sur la préservation des possibilités de développement pour les générations futures, ce qu'on a vu, s'intéresse au niveau à l'évolution des stocks de chaque type de capitaux, accumulation et destruction, ainsi qu'à la question décisive du degré de substitution entre ces différents capitaux, c'est ce qu'on a vu. Quelques sujets, montrer que le PIB ne mesure pas la soutenabilité de la croissance, ça vous pouvez dire que le PIB ne mesure pas le stock de ressources renouvelables ou non renouvelables et ne tient pas compte des externalités négatives, donc de la pollution. Deux dissertations, la croissance économique s'oppose-t-elle à la préservation de l'environnement? Est-elle compatible avec la préservation de l'environnement? Je vous propose la réponse suivante, ça dépend à première vue, la croissance n'est pas compatible avec la préservation de l'environnement. Après, vous pouvez nuancer en disant que dans le cas de la soutenabilité faible, la croissance peut permettre de protéger l'environnement. Vous avez par exemple dans ces sujets de bac une évolution de la production aquacole mondiale. Je vous rappelle que c'est des poissons qui sont élevés grâce à du progrès technique. Donc c'est une logique de soutenabilité faible pour remplacer une ressource naturelle qui est surexploitée en raison de la tragédie des biens communs. Et donc voilà, c'est pour vous inciter à penser à une forme de progrès technique. Ensuite, vous avez l'intensité énergétique du PIB de la France. C'est, pour produire 1 million d'euros de richesse, par exemple, combien de tonnes de CO2 il faut, combien de tonnes d'énergie il faut produire. Alors là, attention, parce qu'en même temps, on se rend compte que notre PIB, avoir 1 million d'euros de richesse, par exemple, ça demande de moins en moins d'énergie. Mais en même temps, comme on a de la croissance dans le même temps, il ne faut pas en déduire que notre pollution diminue. Pareil, regardez ce document-là. Nombre de tonnes de CO2 émises pour 1 million de dollars de richesse produite. Alors, vous voyez par exemple que la Chine produit de plus en plus en émettant de moins en moins de CO2. Alors là, vous pouvez retrouver la courbe de Kuznets environnementale. Mais cependant, vous ne pouvez pas en déduire que la Chine pollue moins qu'avant. Au contraire, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'entre 1970 et 2010, la croissance chinoise a été exponentielle. On a donc produit beaucoup de millions de dollars de richesse en plus. Et donc, au final, les émissions de CO2 de la Chine ont explosé. C'est aujourd'hui le principal pays pollueur au monde devant les États-Unis. Voilà, dernier point de ce chapitre.
Dernier point de ce chapitre, eh ben, on s'intéresse cette fois-ci à la politique climatique, c'est-à-dire qu'on a vu que la croissance avait un impact sur l'environnement. Notamment, il y avait le réchauffement climatique à cause d'une émission de CO2 trop forte pour produire l'électricité qui nous sert à la fois à consommer et en même temps à produire. Eh ben, on va voir que la politique climatique a mis en place des instruments complémentaires pour limiter l'impact de la croissance sur l'environnement. Alors, je tiens déjà à bien vous problématiser cette partie-là. Il ne faut pas se planter. La politique climatique, on pourrait le définir de la manière suivante, c'est l'ensemble des outils mis en œuvre par les pouvoirs publics pour limiter l'impact des activités humaines sur le climat. Alors, vous pouvez avoir des sujets qui vous mentionnent les pouvoirs publics. Qu'est-ce que c'est que les pouvoirs publics? Eh bien, sur une question comme l'environnement, eh ben, c'est à la fois le niveau national, mais en même temps le niveau international. Par exemple, le réchauffement climatique, ce n'est pas un pays tout seul qui va pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, c'est bien une coordination internationale de l'ensemble des pays à travers les conférences des parties, ce qu'on appelle les COP, ou bien à travers des institutions comme l'Union européenne ou l'ONU, qui vont permettre d'agir sur le climat. Alors, comment est-ce que les pays peuvent agir sur le climat? Eh bien, à travers trois outils principaux, la réglementation, donc définir des règles, des normes, la taxation ou la subvention et le marché des quotas. On a vu ça, l'objectif principal des pouvoirs publics, qui a été affirmé à l'accord de Paris en 2015, signé par l'ensemble des pays du monde, sauf deux à la base, Nicaragua et la Syrie, et puis dont Trump vient de se dédire en 2017, et ben, ils se sont mis d'accord sur une limitation du réchauffement climatique à seulement 2 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors attention, je tiens à vous dire que bon, c'est une avancée considérable, mais je veux que vous ayez conscience qu'il s'agit d'une logique de soutenabilité faible. Il ne s'agit pas, la soutenabilité forte, ça serait laisser les températures inchangées par rapport à l'ère pré-industrielle. Là, on dit, on accepte une transformation du climat, une dégradation du capital naturel, mais on essaye de la limiter. On se met d'accord sur quelque chose qui est limité à 2 degrés. Et en contrepartie, on va avoir du progrès technique qui va nous permettre d'être plus efficaces et d'assurer une croissance verte plus tard. On est bien dans une logique de soutenabilité faible. La problématique centrale, et là encore une fois il faut que vous fassiez attention, il ne s'agit pas seulement de décrire chacun des instruments. Il faut bien voir que chaque instrument a des avantages, a des inconvénients, et notamment permet de cibler une partie de la pollution, mais pas l'intégralité de la pollution. Et donc pour être efficace, la politique climatique va devoir utiliser des instruments de manière complémentaire, c'est-à-dire pas les uns sans les autres. Alors étudions un peu chacun de ces instruments avec leurs avantages et leurs inconvénients. Premier instrument, c'est la réglementation. Qu'est-ce que c'est que la réglementation? Eh bien, ça consiste à établir des règles, des normes pour protéger l'environnement, pour protéger le climat. Et avec la norme, vous avez la sanction qui vient avec, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas la norme, eh bien, vous allez être sanctionné. Il y a plusieurs types de réglementation, des normes d'émission qui vous disent que vous ne devez pas émettre plus de temps de tels produits polluants, des normes de procédés qui obligent à produire d'une certaine manière ou qui interdisent à produire d'autres manières, des normes de produits qui interdisent l'utilisation de certains produits ou qui autorisent ou rendent obligatoire l'utilisation d'autres produits, ou enfin des normes de qualité, notamment environnementales. Alors, la réglementation, ça a certains avantages. Une réglementation, par exemple interdiction d'utiliser un tel truc, eh ben, c'est très efficace contre des pollutions extrêmement dangereuses qui sont provoquées par des émetteurs, des producteurs limités et pour lesquels on a déjà des technologies pour faire autrement. L'avantage de la norme, c'est que c'est facilement accepté. De la réglementation, c'est que c'est globalement facilement accepté et les pouvoirs publics ont l'habitude d'établir des normes. Un exemple de mise en place de réglementation qui a été très efficace pour protéger l'environnement, c'est le protocole de Montréal. Alors, à la base, on s'est aperçu qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone qui se formait au niveau des pôles. Et cette couche d'ozone, elle est utile parce qu'elle nous protège contre certains rayons ultraviolets qui sont possiblement cancérigènes. On s'est rendu compte que ce trou de la couche d'ozone, il était provoqué par les gaz CFC, chlorofluorocarbures, je crois, hydrofluorocarbures, qui sont des gaz notamment utilisés dans les aérosols et utilisés pour réfrigérer, donc dans les réfrigérateurs.
Et ben, ces gaz, quand ils étaient ensuite relâchés dans l'atmosphère, ils se mettaient dans la couche d'ozone et ils la détruisaient. Et en 1987, l'ensemble des pays du monde s'est mis d'accord pour interdire ces CFC et les remplacer par d'autres moyens de produire. Et donc, ça a été efficace puisque aujourd'hui, le trou de la couche d'ozone est en train de se résorber. Donc là, on avait bien une pollution très dangereuse, provoquée par certains types de production, et on avait déjà des moyens de produire autrement. Et donc, la réglementation était efficace. Mais mais la réglementation, ce n'est pas la panacée. Il y a aussi des inconvénients qui rendent la réglementation parfois inefficace. Premier inconvénient de la réglementation, c'est que vous définissez une règle qui s'applique à tous. Si vous êtes une grande entreprise et que vous devez par exemple changer du jour au lendemain de mode de production, ça ne va pas vous poser de problème. Vous avez les reins assez solides pour changer votre mode de production. Mais si vous êtes une PME, eh ben, ça va être impossible pour vous, ça va être un investissement trop fort, et donc vous risquez de disparaître. D'autre part, si vous mettez par exemple des quotas d'émissions ou bien des normes de qualité, eh ben, le niveau de la norme il va être difficile à établir par les pouvoirs publics. Si jamais vous mettez une norme trop stricte, trop sévère, trop élevée, eh ben, ça va être efficace sur l'environnement, mais au détriment de vos entreprises. Au contraire, si vous mettez une norme trop faible, ça va favoriser vos entreprises, mais ça n'aura aucun effet sur l'environnement. Et donc il y a un niveau de la norme qui est difficile à établir. Peut-être encore plus grave, la norme, c'est pas incitatif. Ça veut dire que si par exemple on vous interdit de faire quelque chose, ou bien on vous dit que vous ne devez pas polluer plus de temps, vous allez respecter la norme, mais vous n'aurez aucun intérêt à faire mieux que ce qui vous est demandé. Et donc on dit que la norme n'est pas incitative au sens économique. Et puis dernier point, si vous mettez en place une norme, vous devez contrôler son respect, et ça coûte cher. Donc vous voyez, la norme, la réglementation, des avantages sur des pollutions dangereuses pour lesquelles on peut produire autrement, mais beaucoup d'inconvénients, l'uniformité, le niveau est difficile à établir, le fait que ça ne soit pas incitatif, etc., etc. Alors, il y a d'autres instruments qui ont été mis en place, qui sont cette fois-ci incitatifs, qui incitent les entreprises à faire de leur mieux. Et bien, ces instruments, ça va être la taxation, on va le voir, et le marché des quotas. Donc, premier instrument qui est incitatif, c'est la taxation et la subvention. Revenons à ce que je vous avais dit. Je vous rappelle que les émissions de CO2 qui provoquent le réchauffement climatique, c'est ce qu'on appelle une externalité négative. C'est-à-dire que c'est un coût social qui est partagé par tous et dont le marché ne tient pas compte dans la fixation des prix. Au contraire, une technologie respectueuse de l'environnement sera une externalité positive, c'est-à-dire qu'il y aura un bénéfice social qui ne sera pas reflété dans le prix. Alors, les pouvoirs publics, ils peuvent se demander comment est-ce que je peux inciter une entreprise à tenir compte de ses coûts sociaux, ses externalités négatives, et au contraire, comment est-ce que je peux encourager les entreprises vertueuses. Eh bien, ça va être grâce à la taxation-subvention. Donc la taxation, c'est on va essayer de taxer les comportements polluants de manière à forcer les entreprises à tenir compte du fait qu'elles polluent. Au contraire, la subvention, c'est inciter les entreprises respectueuses de l'environnement à produire de cette manière en les finançant une partie de leur production. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? La taxe, à la base, c'est incitatif. C'est-à-dire que si un produit est plus cher qu'un autre parce qu'il a été taxé à cause d'un truc polluant, eh ben, vous allez préférer celui qui est respectueux de l'environnement. Donc ça incite les producteurs à adopter les technologies les moins polluantes de manière à faire des économies. D'autre part, on considère que la taxe, elle a un double dividende. Donc double avantage, si vous préférez. Premier avantage, ça permet aux entreprises, ça force les entreprises à tenir compte de leurs coûts sociaux et ça permet de lutter contre les externalités. Mais en même temps, une taxe, ça va, du point de vue du pouvoir public, ça va donner des recettes fiscales supplémentaires qui peuvent servir notamment à financer des subventions pour encourager les externalités positives. Les inconvénients de la taxe, en revanche, alors peut-être que, ils sont très très forts. La taxe, d'une part, il faut définir le montant de la taxe et le niveau est difficile à établir. Notamment, si vous taxez trop fort, eh ben, vos entreprises elles perdent en compétitivité. Et puis, il y aura des entreprises qui préféreront produire dans un pays où il n'y a pas de taxe et délocaliser, faire ce qu'on appelle du dumping environnemental. En revanche, si la taxe est trop basse, il n'y a pas d'incitation à changer de comportement. Encore plus important, la taxe, elle peut être impopulaire et la collecte de la taxe peut être difficile à organiser. On reviendra tout à l'heure sur l'histoire des bonnets rouges. Enfin, une taxe sur la consommation va davantage toucher les plus modestes. On va le voir avec les voitures. Regardez.
Deux exemples de taxes environnementales. Donc une taxation-subvention, c'est le bonus-malus écologique qui a été mis en place lors du Grenelle de l'environnement. Alors, c'est quoi le bonus-malus écologique? C'est un système de taxation et de subvention de l'achat des véhicules neufs en fonction de leur pollution. Si vous achetez un véhicule neuf qui émet plus de 130 grammes de CO2 par kilomètre, eh ben, donc qui participe au réchauffement climatique fortement, eh ben, vous allez avoir une taxe supplémentaire de 8 000 euros. En revanche, si vous achetez un véhicule moins polluant, c'est-à-dire qui émet moins de 90 grammes de CO2 par kilomètre, eh ben, vous pouvez recevoir une subvention, donc une réduction, qui va jusqu'à 7 000 euros. Donc prenons deux véhicules qui ont le même prix à la base, un qui est polluant et un qui n'est pas polluant. Et ben, à la fin, il y aura une différence de 15 000 euros entre les deux véhicules, ce qui est énorme. Et donc, ça va vous inciter à acheter un véhicule qui intègre des nouvelles technologies moins polluantes, des technologies vertes, qui participent à la soutenabilité faible quelque part. Et donc, le bonus-malus écologique, l'idée, c'est de faire baisser les émissions de CO2 de l'ensemble du parc automobile pour avoir un impact plus faible sur l'environnement. Vous vous rendez compte qu'un véhicule moins polluant sera généralement plus cher qu'un véhicule polluant. Et donc, généralement, la subvention, ça va aux ménages les plus riches. Quand je vous disais que ça pouvait accentuer les inégalités, ben, c'était ce que je voulais dire. Regardez quand même l'efficacité. Ça, c'est un document du BAC. Donc, vous voyez, le Grenelle de l'environnement, c'était en 2007. Et vous voyez bien que dans les courbes d'émissions de CO2 de l'ensemble des automobiles, eh ben, il y a bien un avant et un après 2007. Avant 2007, on avait quand même déjà une baisse des émissions de CO2 par kilomètre, mais après 2007, cette baisse est largement accentuée. Et ben ça, c'est vraiment l'effet de la mise en place du bonus-malus écologique. Et donc ce document-là, vous devez être capable de faire le lien entre ce document qui vous parle des émissions de CO2 des voitures et un instrument qui est la taxation-subvention. Dernier point, bon, je vous disais que la taxe était impopulaire. Bon, en France, on a essayé de mettre en place une taxation carbone sur le transport routier. C'était la taxe carbone, je crois. Et il y a eu des manifestations quand il y a eu un ministre de l'économie qui s'appelait Pierre Moscovici qui a dit qu'il y avait un ras-le-bol fiscal parce qu'on allait mettre une nouvelle taxe. Et les Bretons qui utilisent énormément, qui sont très dépendants des transports routiers pour leurs approvisionnements et pour leurs entreprises, se sont dit, si jamais on met en place une taxe sur les transports routiers des camions, eh ben, les personnes vont délocaliser leurs usines, et donc on est contre cette taxe. Et donc vous voyez bien qu'un des inconvénients de la taxe, c'est qu'elle est particulièrement impopulaire. Voilà, donc deuxième instrument, taxe carbone. Dernier instrument, le marché des quotas. Alors là, le marché des quotas, eh ben à la base, c'était donc des économistes qui réfléchissaient aux moyens de lutter contre les externalités. Vous aviez un économiste anglais, Arthur Cecil Pigou, qui disait pour lutter contre les externalités, il faut que l'État mette en place une taxe qui correspond au montant du coût social pour forcer les entreprises à faire moins d'externalités. Et Ronald Coase, dans un article qui s'appelle The Problem of Social Cost en 1960, dit qu'il n'y a pas nécessairement besoin de l'intervention de l'État. S'il y a une externalité à la base, c'est qu'on a un problème de droit de propriété. Il n'y a pas de droit de propriété, par exemple, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, etc., etc. Il est possible de créer des droits de propriété qu'on va distribuer à toutes les personnes qui subissent l'externalité, et on va pouvoir ainsi créer un marché sur lequel s'échangent des droits à polluer ou à ne pas polluer. Et suite à ces travaux, je ne rentre pas de plus dans les détails, il faudrait que vous vous renseigniez, regardez peut-être une petite vidéo là-dessus. On a mis en place un marché des quotas de carbone, ou le marché des droits à polluer. Comment est-ce que ça se passe, ce marché des quotas de carbone? Vous avez les pouvoirs publics qui vont dire on va créer un nouveau marché et après on va laisser les entreprises régler leurs problèmes de pollution entre elles. Pour cela, les pouvoirs publics vont fixer une limite d'émission de CO2 et va distribuer en fonction de cette limite des droits à polluer. Donc un droit à polluer, un quota, c'est vous avez le droit d'émettre 1 tonne de CO2 et à la fin de l'année, soit vous avez respecté ce quota, c'est-à-dire que vous avez pollué moins, soit vous ne l'avez pas respecté, vous avez plus émis de CO2 que ce qu'on vous avait autorisé à faire, et si vous ne faites rien, vous allez vous prendre une amende assez salée.
Donc, je résume. On a un objectif global de réduction des émissions de CO2. Donc, chaque pays dispose chaque année d'un plafond d'émissions de CO2. Et donc, il va transformer ce plafond en quotas de carbone. Et il va les distribuer à ses sites industriels les plus polluants. C'est quoi? C'est les centrales de production d'énergie, les sidérurgies, les grosses industries, quoi. Et à chaque site industriel va être attribué un certain nombre de quotas pour l'année. Si à la fin de l'année, le site industriel a émis plus de CO2 que ce que lui autorisaient ses quotas, il y a des amendes. Mais en même temps, l'entreprise va avoir la possibilité de racheter des droits à polluer à une autre entreprise qui n'a pas utilisé l'intégralité de son quota. Regardez, si vous dépassez les émissions de CO2 par rapport au quota, eh ben, vous allez devoir acheter, vous allez être donc un demandeur sur le marché du carbone. En revanche, si vous avez moins pollué que ce qu'on vous avait dit, eh ben, vous allez pouvoir vendre, vous allez être offreur sur le marché du carbone. Et donc, vous allez avoir un marché du carbone sur lequel vous allez avoir une offre de quota, une demande de quota, ce qui va aboutir à la fixation d'un prix de marché pour la pollution, pour les émissions de CO2. Et donc, vous vous rendez compte que par ce système, ça revient quelque part à taxer les entreprises qui polluent plus que ce qu'elles devraient. Mais en revanche, ça revient à subventionner les entreprises qui polluent moins que ce qu'elles devraient. Vous avez en même temps des externalités positives et négatives. Et donc là, le marché du carbone, ça permet de donner un coût au carbone qui n'en avait pas avant. Donc vraiment, c'est un système très ingénieux. Euh, alors, ce marché des quotas, il a des avantages et il a des inconvénients. D'une part, il est incitatif. Il incite les entreprises à investir dans les technologies vertes de manière à chaque année être offreuse de quotas plutôt que de demander du quota. Si vous investissez au début, eh ben, vous allez être rapidement offreuse de quotas, vous allez avoir l'équivalent de chaque année une subvention plutôt que de payer une amende. Donc c'est très très incitatif. D'autre part, ça permet une certaine lisibilité aux entreprises. Ça leur permet de se dire, chaque année, il va y avoir le prix du quota qui va augmenter, et donc j'ai intérêt à investir. C'est très incitatif. Mais en revanche, gros inconvénient du marché des quotas, encore une fois, c'est que si votre pays met en place un marché des quotas, alors que les autres pays ne le mettent pas en place, eh ben, vos entreprises, elles vont perdre en compétitivité. D'autre part, on s'est aperçu qu'il y avait de la spéculation sur ce marché et que le prix avait tendance à varier de manière très très brutale. Enfin, un dernier point, si vous distribuez trop de quotas, eh ben, l'incitation à réduire la pollution, elle disparaît. Ça s'est passé notamment en Europe. Alors, le marché des quotas le plus efficace, il est en Europe. Tous les pays européens sont concernés. Mais pendant la crise des subprimes, il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient fragilisées, et donc les États ont fait pression pour distribuer plus de quotas que ce qui était prévu au départ. Et donc le prix du quota s'est effondré, et à ce moment-là, il n'y avait plus aucune entreprise qui avait intérêt à réduire sa pollution. Toutes les entreprises ont préféré continuer à polluer alors que le prix du quota était très faible. Donc au final, je vous disais, ces instruments ils doivent être utilisés de manière complémentaire. La taxation, c'est efficace pour les pollutions qui sont diffuses, c'est-à-dire que chacun pollue un petit peu. Et ben dans ce cas-là, une taxe environnementale, c'est assez efficace. Le marché des quotas, c'est efficace pour les gros émetteurs, pour les gros sites industriels les plus polluants. Enfin, la réglementation, c'est efficace contre les pollutions précises et dangereuses. Donc vous voyez bien que chaque instrument a des avantages. Il y en a qui sont incitatifs, il y en a qui ne sont pas incitatifs. Il y en a qui sont bien acceptés, il y en a qui sont mal acceptés. Il y en a qui diminuent la compétitivité des entreprises, qui augmentent les inégalités. Il y en a d'autres qui ont moins d'impact sur les inégalités. En revanche, chacun a des inconvénients également. Donc, il faut bien les utiliser de manière complémentaire. Et si vous avez un sujet là-dessus, pensez bien à faire une partie ou au moins une sous-partie sur le fait que ces instruments doivent être utilisés de manière complémentaire. Qu'est-ce que je peux vous dire sans s'en fiche un peu voilà. On a terminé donc sur ce chapitre. Je voudrais juste qu'on termine par voir un ou deux sujets. Donc, vous voyez que les sujets montraient que la politique climatique repose sur la complémentarité de différents instruments. Le terme clé, c'est bien le mot complémentarité. Donc vraiment, n'hésitez pas à insister là-dessus. Les instruments dont disposent les pouvoirs publics sont-ils efficaces pour préserver l'environnement? Il faut dire que chacun de ces instruments est efficace contre un certain type de pollution.
Grand 2, pour être réellement efficaces, ils doivent être mis en œuvre de manière complémentaire et mis en œuvre au niveau international. Si certains pays ne participent pas à la lutte contre le réchauffement climatique, eh ben, ce ne sera pas efficace. Bon, comment fonctionne le marché des quotas d'émissions? Présenter un des instruments dont disposent les pouvoirs publics pour mener des politiques environnementales. On vous demande à chaque fois de présenter un des trois types d'instruments. N'oubliez pas à chaque fois de bien expliquer le mécanisme, de bien définir et de bien donner un exemple. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre-là. Euh, J'espère que ça vous aide. Bon courage pour vos révisions. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, bonne journée à vous et bonne chance pour le bac.